Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec David Santarossa, philosophe et professeur. Il revient sur un dossier publié par le journal La Presse et consacré au masculin. Dans ce reportage, les journalistes se demandent comment les jeunes hommes vont et ils explorent par ailleurs les nuances de la masculinité moderne, redéfinition ou bricolage idéologique. Mais tout d'abord, Stéphane Thibodeau, membre de l'équipe, commente la nomination de Geneviève Biron à la tête de la nouvelle agence Santé Québec. Il se demande si la nomination d'une grosse pointure en gestion est une solution ou, au contraire, un problème. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde a applaudi la nomination d'un Top Gun, comme on dit en bon français, une grosse pointure à Santé Québec. Certains s'effrayaient d'un conflit d'intérêts entre la compagnie Biron et le public, si vous voulez, Santé Québec. L'empiètement du privé sur le public, enfin, tous les fantasmes sont sortis. Mais vous posez une autre question, vous, en fait. Vous vous demandez si c'est une solution ou un problème. Pourquoi cette question? Parce qu'en fait, ce qu'on observe dans nos administrations publiques depuis des décennies, Oui. c'est une augmentation des salaires des cadres et une espèce de course aux meilleurs gestionnaires. Un peu comme dans on pourrait faire un parallèle avec les équipes de hockey où il y a une espèce d'inflation des salaires. Et on n'a pas l'impression que nos administrations publiques sont mieux gérées depuis qu'on augmente les salaires pour essayer de recruter les meilleurs gestionnaires qui sont toujours des gens qui sont issus en fait d'écoles de gestion et pas des gens issus de la base comme c'était le cas avant. Par exemple, dans les universités, c'était avant, on nommait comme recteur des enseignants. On leur faisait passer un MBA pour leur donner des compétences en gestion. On leur adjoignait des gens qui avaient des compétences en gestion, mais on se disait, puisque c'est des professeurs, ils vont peut-être un peu mieux connaître la réalité du terrain, ils vont faire des bons gestionnaires. Maintenant, on a plutôt misé sur l'idée qu'une personne qui est issue d'une école de gestion est capable de tout gérer. Oui. Et donc, diriez-vous que c'est une pensée magique? Quelqu'un qui sort d'une faculté de gestion, donc qui a appris toutes les techniques, toute la philosophie derrière, enfin que sais-je, on va le catapulter quelque part. Alors, ce que vous opposez, Stéphane Thibodeau, c'est la connaissance du milieu à partir avec les gens qui se sont frottés à ce milieu pendant des années, versus en face de gens sortis comme des emporte-pièces, à l'emporte-pièce, comme comme d'un moule à gâteau, et qui, eux, seraient catapultés sur la même situation. Oui, mais c'est d'ailleurs, c'est un petit peu l'idée par exemple, d'un Mintzberg, qui est À un- qui? quelqu'un de Mintzberg, C'est qui? Henry Mintzberg. C'est quelqu'un qui était très penseur de la gestion et lui il parle beaucoup des illusions de la gestion, Oui. c'est-à-dire que cette idée qu'il suffit de connaître des techniques de gestion pour maîtriser tous les sujets, tous les domaines. Ah oui. C'est une illusion dangereuse. Et c'est un petit peu aussi le sujet qui est un petit peu sa disciple. Et d'ailleurs, M. Mintzberg a préfacé son livre qui s'appelle Patricia Pitcher, qui a écrit un excellent essai très accessible, je ne suis pas du tout aride. Ça s'appelle Artistes, artisans et technocrates dans nos organisations, rêves, réalité et illusions du leadership. Ça, c'était une vingtaine d'années, non, ce bouquin? Oui, il a été réédité d'ailleurs parce qu'il est très lu. Et malheureusement, pas par nos dirigeants, manifestement. Par des chroniqueurs à la radio. Patricia Pitch, j'ai fait une petite recherche. Elle a été directrice de doctorat en management conjoint ou en gestion conjointe des universités Concordia McGill, UQAM et HEC Montréal. Elle avait été aussi économiste en chef de la Bourse de Toronto. Donc, c'est pas un deux de pique, c'est pas une première venue. Absolument. Non, absolument pas. C'est quelqu'un qui était qui a d'ailleurs été une collègue d'une ancienne copine en passant, qui était Ah enseignante bon? à HEC, oui, j'ai eu et qui me disait, qui me tenait un peu qui était en management à l'AVEC et qui me tenait un peu le même discours. C'est d'ailleurs une dérive un petit peu triste de notre école commerciale.
Parce qu'avant, on avait développé une pensée très originale qui était francophone, qui était plutôt en rupture avec les écoles de gestion américaines. Et maintenant, on essaie plutôt de s'aligner. On est en concurrence avec les écoles de gestion américaines. Donc, on a adopté leur philosophie aussi. Et c'est très dommage parce qu'on avait vraiment développé une pensée. Et Patricia Pitcher est une représentante de cette pensée-là originale et un petit peu en rupture avec cette école technocratique-là qui est américaine. Est-ce qu'il y a ce que vous me dites de Patricia Pitcher, et on va continuer un peu sur ce qu'elle raconte parce qu'elle est vraiment. J'ai lu, il y a un article dans le magazine Les Affaires qui date de 2007, je pense, où elle est interviewée par une journaliste ou un journaliste, et les questions sont très intelligentes et les réponses sont tout à fait. Enfin, si vous le permettez, on va gratter un petit peu ce qu'elle raconte. Ceci à l'occasion de la nomination de Geneviève Viron donc à Santé Québec. Qu'allais-je dire? Oui, la gestion, comment dirais-je, il n'y a pas un modèle unique. Je veux dire, la gestion est aussi une idée issue d'une culture. Alors, quand ça vient des États-Unis, ben, c'est adapté à la culture états-unienne, dans le meilleur des cas. Mais est-ce qu'on peut exporter ça pour le Zimbabwe, pour le Québec, pour la France, pour la Russie, pour la Chine, pour, je sais pas moi, le fond des océans, que sais-je? Absolument pas. Et c'était d'ailleurs la beauté de notre école de notre école HEC à une époque, c'est qu'on avait vraiment développé une école de gestion qui était adaptée à notre culture. Voilà. Et qui a permis le développement d'une culture d'entreprise qui était à partir des années 80, fin des années 70, début des années 80, qui est résumé par la fameuse formule le Québec Inc., qui a donné naissance à assez rapidement à des entreprises de calibre mondial. Et je pense qu'on devrait être fiers. Et malheureusement, on a comme oublié, on a complètement, comme c'est souvent le cas au Québec, là, notre devise, si je me souviens, mais en réalité, ça devrait être on oublie. Et on a oublié qu'on avait développé vraiment une culture d'entreprise qui était vraiment originale et unique. Je me souviens, dans les années 90 encore, j'ai oublié le nom malheureusement de cet entrepreneur-là qui parlait de poète, quasiment. Là. On avait développé une poésie de la gestion au Québec qui est oubliée. Et on s'est aligné sur une espèce de technocratie américaine qui fonctionne pas du tout. Et on a mis de côté totalement tout ce qu'on avait développé comme pensée originale de la gestion au Québec. Et c'est très triste. Au risque de provoquer un divorce entre la direction technocratique et les employés qui sont là depuis très, très longtemps. Mais on reviendra à ça, Stéphane Thibodeau. Je vais revenir un petit peu à Patricia Pitcher. Pitcher, c'est comme, Pitcher, c'est comme pour, vous savez, la carafe de bière. Pitcher, Pitcher. Elle avait l'air elle est décédée, elle avait l'air très sympathique. Le bouquin dont vous parlez, Artistes, artisans et technocrates dans nos organisations, rêves, réalité et illusions du leadership. Et dans cet article, dans le journal Les Affaires, le magazine, alors il y a cet article, cette entrevue plutôt, est coiffé du titre « Leader maniaco-dépressif recherché ». Alors là, on sort de la dogmatique gestionnaire contemporaine. Leader maniaco-dépressif recherché. Comment vous expliquez ça, vous? Ben, en fait, sa pensée était basée sur l'idée qu'il y avait 3 types de gestionnaires. Oui. Donc, il y a le type... le type artisan, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui de la base a monté un exemple patent là, c'est Bombardier, Joseph Bombardier. Ah oui, oui. Bombardier était le meilleur ouvrier de son usine. Ouais. Il était là avant les ouvriers le matin et il montrait à tous les ouvriers comment comment usiner telle pièce. Il connaissait de A à Z l'usinage dans son usine. C'était un artisan de génie. Mais elle dit artisan ou artiste? Ben c'est ça, exactement. Donc, il y a aussi la catégorie artiste. C'est des gens qui ne maîtrisent pas les bases, mais c'est des visionnaires. C'est des gens, au fond, c'est un petit peu des maniaco-dépressifs, parce que c'est un peu comme Steve Jobs. Ça, c'est Steve Jobs, c'est évidemment l'archétype du visionnaire, de l'artiste. Donc, c'est quelqu'un, en fait, c'est pas un programmeur. Hein? On pense souvent que le monsieur ne maîtrisait pas du tout la programmation, il connaissait absolument rien dans le domaine. Mais il y avait une espèce de vision d'avenir de l'informatique. Il y avait avant tout le monde... et d'ailleurs, c'est très triste parce que Xerox aurait pu devenir un leader de l'informatique parce qu'il y a
c'est Xerox qui a tout développé, en fait. L'interface par fenêtre, la souris. Attendez, Xerox, c'était pas les photocopieuses? Non, c'est ça. C'est qu'il y avait un laboratoire où ils avaient développé toute l'informatique moderne dans les D'accord. années 70, dès les années 70. Mhm. Donc, l'informatique personnelle existait déjà dans les laboratoires de Xerox dès les années 70. Les interfaces en fenêtre, tout ce qu'on voit, là, les icônes, Oui, oui. la souris, ça existait déjà dans les laboratoires de Xerox dès le début des années 70. Allez, et revenons à Steve Jobs. Quel est son rapport avec ça? Ben, justement, c'est que les dirigeants de Xerox ont laissé Steve Jobs visiter les laboratoires et les ingénieurs étaient en furie parce qu'ils disaient il va nous voler nos secrets. Oui, Et c'est oui. exactement ce qui s'est passé. Macintosh a été. C'est pas. Steve Jobs n'a rien inventé, mais lui a vu le potentiel alors que les dirigeants de Xerox disaient ça vaut rien tout ça. Là. Alors, Steve Jobs est classé parmi les artistes. Alors, parce qu'on parle de cette... il y a trois types de gestionnaires, d'après Patricia Pitcher. Dans son bouquin dont j'ai parlé, qui est sorti en 94, donc ça fait déjà 30 ans, Artistes, artisans et technocrates dans nos organisations, rêves, réalité et illusions du leadership. Donc, il y a les artistes, les sympathiques artisans et les technocrates. Les technocrates, ce sont des... Ah oui, ben, est-ce que Geneviève Biron est une technocrate? Ou c'est une artiste ou une sympathique Oui. artisan? Non, c'est une technocrate. C'est une autre personne qui est sortie d'une école de gestion, qu'on était et qui je veux pas diminuer les mérites de ces gens-là. Non, évidemment, ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires, mais pas à la tête de... C'est ce que Patricia Pitcher raconte dans son essai. Il faut pas les nommer à la tête des administrations pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'ils ne maîtrisent pas du tout l'artisanerie, finalement. Deuxièmement, ils manquent de vision. C'est pas des artistes non plus, ils n'ont pas de vision. Ils sont incapables d'anticiper. Et ils ont une approche de l'humain. En fait, c'est le facteur humain, c'est la chose qui contrôle le moins. Même si eux parlent de ressources humaines et essaient de mettre en place des programmes d'empathie, d'inclusivité, tout ce que toute la Trudeauie. Mais c'est des gens qui ne comprennent pas le facteur humain. C'est des gens qui fonctionnent avec des chiffres, avec des données. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans nos administrations, la technocratisation de nos administrations qui a eu lieu depuis les années 80, 70-80, a entraîné une espèce d'obésité de l'État. On a tendance à relier ça à une espèce de socialisme, ou je ne sais pas trop quoi. Mais en réalité, ce qui s'est passé... l'abstraction. Oui, c'est ça, mais c'est parce que ça prend de plus en plus de gens pour contrôler les données. J'ai une amie infirmière qui me racontait qu'elle passait au moins le tiers de son temps à remplir des questionnaires, pas des questionnaires, mais des formulaires. Donc, c'est parce que ces gens-là ont besoin, ils s'alimentent de données, de chiffres, je comprends bien, oui, je comprends Il faut qu'ils contrôlent tout. C'est intéressant parce que je reviens à Patricia Pitcher dont on parle à Stéphane Thibodeau. Le technocrate, dit-elle dans son entrevue dans les affaires, je pense. Oui, je pense, c'est ça. Le technocrate au pouvoir n'est utile qu'à lui-même et à ses semblables. La pire erreur, c'est de confier au technocrate ou à la technocrate le pouvoir. Non seulement ça, mais alors, écoutez, c'est pas gentil ce qu'elle dit des technocrates. Alors, ils sont utiles, elle le reconnaît évidemment, mais elle dit que les technocrates flattent les grands et écrasent les petits. Demandez à leurs secrétaires ou à leurs subalternes, et c'est pour ça que le taux de roulement est généralement très élevé dès qu'il y a un technocrate ou une technocrate. Alors, Santé Québec, est-ce que Santé Québec risque le même sort que, comment dirais-je, Patricia Pitcher souligne dans un article d'il y a 17 ans? Les mêmes effets finissent par causer les mêmes causes. Je veux Absolument, dire, oui. c'est difficile de penser que ça peut arriver. Par exemple, un exemple du contraire qui a pu exister au Québec, c'était M. Garon. Contrairement à ce qu'on a pu penser, tout le monde pensait qu'il avait grandi sur une ferme à cause de sa façon de penser, mais en réalité, c'est un monsieur qui était diplômé d'Harvard et qui n'avait jamais mis les pieds sur une ferme de sa vie. Et pourtant, c'était un excellent ministre de l'Agriculture. Mais c'est une exception qui confirme la règle. En général, ces gens-là n'ont aucun contact avec la réalité du terrain. Ils finissent par démotiver les employés de base parce que eux s'imaginent que
à cause de leur formation, ils sont capables de comprendre et de maîtriser mieux que tout le monde, en fait, tous les employés de la machine, les réalités, alors que c'est faux. Donc, ils sont toujours en train d'essayer de parachuter d'en haut des réformes qui finissent par enlever toute initiative personnelle aux employés de base et les démotiver. Et moi-même, je l'ai vécu à la SAQ quand j'ai travaillé à la SAQ. J'ai vécu la même chose, la technocratisation de la SAQ à partir du début des années 2000. J'ai vécu là exactement la même chose que dans les autres administrations publiques. Et c'est pas pour rien maintenant qu'on a on a un tas de grèves, alors que ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas de grève à la SAQ. Donc, c'est toujours la même chose, qui se produit. Et ils sont incapables de maîtriser les facteurs humains et de comprendre la réalité du terrain. Ils sont pas capables et ils sont incapables d'anticiper non plus. On va terminer sur Patricia Pitcher également. Alors, on lui demande, donnez-nous des exemples de grands technocrates, de grands artisans, de grands artistes, etc. Celui qui remporte la palme de la technocratie, c'est Pierre Elliott Trudeau, technocrate pur et dur, René Lévesque, pur artiste, Guy Saint-Pierre, artisan, Bernard Lemaire, artiste, Guy Laliberté, artiste, ça on s'en doute, Robert Bourassa, artisan, Jean Coutu, artiste, un pharmacien devient artiste, Laurent Baudouin, artisan créatif. Maintenant, une chose, alors... la technocratie a tendance à vouloir tout contrôler. Elle pense souvent à court terme. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que les technocrates ont tendance à se multiplier. Alors c'est ça le problème, parce que Christian Dubé, en créant Santé Québec, lui trouve une grosse pointure en la personne de Geneviève Biron. Est-ce que ça, c'est encore une fois une nouveauté, ou est-ce que c'est encore une fois plutôt on rajoute une couche et on multiplie, qui elle-même, est-ce qu'elle aura tendance à multiplier la technocratie, qui est déjà très lourde? C'est ce qu'on peut prédire. Bon, j'ose peut-être qu'on va avoir une bonne surprise, j'espère. Oui, on laisse la chance au coureur, hein? Oui, on laisse la chance au coureur. Peut-être qu'on va avoir des bonnes surprises, mais j'ai des doutes. J'ai l'impression que ce qui va se passer, c'est que ça va être une autre technocrate qui va nommer des technocrates, qui va alourdir la bureaucratie de notre système de santé en voulant tout contrôler et en pensant qu'à force de tout contrôler, on va finir par faire bien fonctionner la machine. Oui. Ce qui est exactement le contraire qui se passe. C'est une image qui me vient en tête, c'est le guide alimentaire canadien. Quand il est sorti, c'était une petite plaquette, tu vois, bien simple, de gros bon sens. Et on a multiplié, pour les éditions subséquentes, on a multiplié l'expertocratie qui, elle, était censée expliciter la vérité de foi contenue dans le premier guide, n'est-ce pas? Donc, en rajoutant des commentaires, ils ont obscurci la vérité première. C'est un peu comme une vérité de foi, le dogme et toute la doctrine qui s'élabore, elle est nécessaire. La technocratie est nécessaire. Il faut expliciter ces choses-là, mais le danger inhérent à toute explicitation d'une vérité première ou d'une vision première, si vous voulez, puisqu'on parle de gestion, c'est que l'explicitation on vient à opacifier, à alourdir et à rendre ce qui était transparent, à le rendre absolument opaque, comme si on protégeait la vérité première. Ce qui se passe, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on essaie de tellement théoriser ce qui fonctionne, ce qui allait de soi, au fond. Oui. Donc, ce qui allait de soi à une autre époque. Et là, on essaie de le théoriser pour mieux le contrôler, pour mieux... Et à force, on finit par le rendre dysfonctionnel. C'est un peu comme, pour faire une image, une métaphore, c'est un peu comme si on se mettait à penser, quand on marche, on se mettait à penser à chaque pas qu'on fait. On se mettrait à... On s'enfargerait en quelque part. Parce qu'on essaierait si on devait penser à chaque pas qu'on fait pour avancer, finalement, on tituberait, on aurait un problème. Parce que, en fait, on n'a pas besoin de tout le temps y penser pour marcher. C'est un peu ça. Est-ce que c'est une question de confiance, Stéphane Thibodeau? Il nous reste 1 ou 2 minutes. Est-ce que c'est une question de confiance? C'est-à-dire que quand on n'a pas du tout confiance, on veut contrôler la grosse bête de l'organigramme de Santé Québec, ou Santé Québec ou autre chose, si vous voulez, on est dans le général. Est-ce que c'est une question de manque de confiance? Et quand on a une énorme organisation,
on ne peut pas juste faire confiance à tout le monde. Il faut que quand même quelqu'un dirige. Alors, on ne peut pas avoir un artisan créatif qui dirige. Je ne sais pas, moi, comment ils sont à Santé Québec. 200 000, 300 000, je n'ai pas le chiffre en tête. Ben, le problème, c'est que, en fait, c'est qu'effectivement, on ne fait pas confiance aux employés de base. On ne fait pas confiance à leur jugement. Ouais. Il faut absolument les superviser parce que sinon, ils vont faire des conneries ou ils comprennent rien, donc ils vont faire tout le travers. Et en réalité, souvent, en réalité, il faut miser, ça c'était mon ancienne copine d'HEC qui parlait de ces dirigeants informels, en fait. Dans toutes les entreprises, il y a des dirigeants informels à tous les niveaux. C'est vrai. Et pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'elle se base sur ses dirigeants informels, des gens qui ont de l'expérience, qui vont dire aux autres, même si c'est pas leur poste, normalement ils n'ont pas mais c'est des gens auxquels les autres vont se fier parce qu'ils semblent savoir ce qu'ils font. Ouais. Et là, ces dirigeants informels-là, les technocrates s'en méfient. Pour eux, c'est une perte de pouvoir. Évidemment. Évidemment, mon cher. Mais dans les grandes organisations, c'est fatal. Il faut revenir à des petites organisations. Il vous reste 15 secondes, malheureusement. Eh oui. C'est le seul moyen, c'est de revenir à la base, de décentraliser, de revenir un petit peu à la base et de miser sur les dirigeants informels plutôt que sur les technocrates qui pensent pouvoir tout contrôler. Stéphane Thibodeau, on peut être d'accord avec vous ou contre vous, mais en tout cas, vous nous faites réfléchir. Je vous remercie infiniment pour ces propos et on vous retrouve dans pas longtemps. Merci beaucoup, Stéphane. Super. Bonne journée à vous. À venir sur les ondes de Radio VM, bricoler une nouvelle masculinité. On revient après la pause publicitaire.